retour avec les invités de Monsieur Elias. En fait, on avait eu... l'émission d'aujourd'hui, elle est vraiment particulière. Nous nageons entre les anacondas, les pitons, les crabes, les mollusques, et puis, bien sûr, notre cher Elias, ver de terre. Non, pas, tu n'es pas un ver de terre. Du tout, tu es un lion qui rugit dans la jungle de l'information. Ah, j'ai failli rougir là, mais bon, je me dis... il faut... Non, du tout. Toi, ton rugissement là, c'est le mien. C'est le miaou. Il se fait du miaou en plus. Il était là la fois dernière avec une présence, mais combien passionnante sur ce plateau. Bien sûr. C'est un plaisir de le retrouver encore aujourd'hui. Par contre, nous allons régler nos problèmes en direct. Il y a des choses que je n'aime pas. Nous, les gens de la A, la seule chose qu'on sait faire, c'est avoir la bouche. Donc, je vais prouver que nous avons la bouche, nous, les littéraires. Et que quand ça ne passe pas, nous passons aux mains directement. Alors, comme tu l'as si bien dit, maman, il était avec nous tout dernièrement. On a parlé d'un thème très intéressant, l'orientation ou le rôle de l'orientation dans la réussite d'une vie. Alors, je rappelle que nous sommes avec monsieur Aronan Kofi Olivier. Il est le directeur national de Compassion Internationale au Togo. Il est docteur en leadership organisationnel et management. Il est coach professionnel certifié et formateur. Vous comprenez donc la profondeur de tout ce qu'il nous a dit la dernière fois et tout ce qu'il s'apprête à nous dire aujourd'hui. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Alors juste, parlons d'orientation. Naïda cherche son orientation. Naïda, viens t'asseoir à côté d'Elias. Oh, c'est une bonne nouvelle. Rapidement, s'il te plaît, viens. Alors, pendant que Naïda s'installe, on va commencer. Merci donc d'avoir accepté l'invitation, monsieur. Et monsieur Hubin Akakbo, j'ai dû faire un tri parmi tous ces jeunes-là qui voulaient venir aussi poser des questions à monsieur Olivier Aronan. Donc, monsieur Hubin, encore une fois, bonjour, soyez bienvenue. Oui, bonjour. Alors, avec M. Olivier, nous avons entamé un thème très intéressant la dernière fois, comme je le disais, l'orientation. Et il y a eu plusieurs questions, et les questions auxquelles nous allons soumettre notre invité ce matin. La première question, bien sûr, c'est une dame qui a écrit et disait « Bonjour Tata Aïcha », parce que c'est un message, voilà. Merci beaucoup pour votre émission et un grand merci au coach. J'aurais aimé qu'il parle plus du système éducatif de notre pays, parce que pour moi, c'est le nerf de la désorientation des jeunes Togolais. Ici, l'orientation est une labyrinthe, disait le message. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour cette affirmation? Ok, merci pour l'opportunité de ce matin et merci aux différents auditeurs qui suivent, qui posent les questions. Ça montre l'intérêt qu'ils portent à ce sujet. Je crois que, nous l'avons dit la dernière fois, le système éducatif que nous avons, part de l'indépendance, et ça va de soi avec tout le curricula qui accompagne, ce qui fait que voilà, il y a une grande différence entre le système francophone que nous avons et le système anglophone. Et si je parle de la session que vous avez tout à l'heure là, avec les ingénieurs développeurs d'applications, vous ne pouvez pas avoir fait une série A4 et passer le concours au CIC. C'est pas possible. Soit une institution privée peut vous accompagner dans le cheminement. Donc du coup, la série que vous avez va influencer votre choix, même si vous avez la passion et tout le reste. Le système que nous avons au Togo, c'est que nous avons le primaire, que nous connaissons tous, qui permet d'avoir le CPD à la fin, et nous abordons le collège. Le collège, la classe de 6e et 5e sont des classes d'observation. C'est là où on observe l'apprenant. La classe de 4e, de 3e, c'est la phase d'orientation. Ce qui permet qu'au BEPC, nous avons maintenant le système qui s'ouvre sur différents angles. Il y a ceux qui veulent aller dans les formations techniques et professionnelles. Il y en a ceux qui veulent continuer dans le parcours académique, qui font que nous avons, pour le parcours académique, nous avons l'enseignement général pour série A4, D, série C et les autres. Nous avons le parcours technique qui permet à ceux qui veulent faire l'industrie, la comptabilité, parce qu'après le bac, ces derniers peuvent commencer par travailler parce que la formation qu'ils ont leur permet de pouvoir faire quelque chose. Maintenant, ceux qui vont dans le domaine dans le pratique, c'est là où nous avons des gens qui ont le CAP, le CFA, dans les différents domaines de choix de leur parcours. Et pour ceux qui continuent dans le cursus lycée,
ont maintenant ce que nous avons, le baccalauréat, qui permet de pouvoir accéder à tout l'enseignement du supérieur. Mais de la même manière, nous avons des gens qui passent par aussi l'autre circuit, qui vous permet d'avoir quand même un brevet technicien, le BT, qui est l'équivalent du bac. Donc si vous êtes toujours passionné à faire des études supérieures, il y a cet équivalent qui peut se faire. Donc voilà en gros, si je peux décrire le système éducatif que nous avons ici. Les défis, il y en a, parce que le système ne permet pas quand même à tout le monde. Vous voyez, quand vous avez le bac, vous ne savez pas faire grande chose, quoi. Bac, série D, vous ne savez pas faire grande chose. Maintenant, c'est comment faire à ce que lorsque les apprenants font leur parcours, qu'il y ait un côté pratique de la chose, de la formation qu'ils sont en train de faire. Donc c'est cette réflexion-là. Nous savons quand même qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de réformes que l'État est en train de faire en termes d'opportunités, nouvelles opportunités. Et nous allons continuer par nous adapter et je crois que les perspectives d'avenir vont nous aider. Donc, question de labyrinthe, oui, parce que l'orientation, il n'y a pas une clé magique qui vous permet de faire un choix sans échec. Et puis voilà, vous avez la clé, vous décernez la voie, vous choisissez sans erreur. Donc, labyrinthe, oui, mais je crois que c'est pour ça que nous avons cette émission qui nous permet quand même de clarifier l'auditoire pour que cette dernière puisse savoir quels sont les cheminements que l'on doit faire afin de pouvoir faire des choix adéquats qui répondent à qui nous sommes et les perspectives, l'environnement du marché, les métiers d'avenir. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes en train de faire cet échange-là. J'ai une question. Nous, quand on allait à l'école, on ne savait pas qu'il y avait tout ça. C'est-à-dire que c'est quand tu n'arrives pas à avoir peut-être ton BEPC, ton bac, on dit « Ah, il y a le BT, va faire le BT ». Ou bien par rapport... C'est-à-dire que je dirais que même dès l'enfance, malheureusement, on n'a même pas de projet d'études ni de projet professionnel. On est juste dedans comme ça et puis on évolue. Quand tu es assez bon pour avoir le bac, tu l'as, si je me permets de le dire comme ça. Tu n'arrives pas à l'avoir, on te dit va faire un BT, tu n'arrives pas, va faire un CAP. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place? Parce que là, tout ce que vous avez dit, moi, je n'étais pas au courant qu'en 6e, 5e, on était en observation. Parce que quand moi j'ai mon BPC, je voulais faire la 4, on m'a dit non, tu vas devenir professeur de français, va en D. Et Dieu merci, j'ai réussi en D. Mais est-ce que ces jeunes-là, ils sont conscients quand même de tout ça? Parce qu'on est juste là-dedans et puis c'est après peut-être la licence ou le master qu'on se rend compte que, oh, j'aurais pu passer par un autre chemin. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Je peux dire qu'il y a un effort qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous avons le centre CIMIOS, le Centre national d'orientation scolaire professionnelle, qui aujourd'hui fait quand même un travail qu'on peut apprécier. Le terrain aussi vaste. Ça fait qu'ils envoient des psychologues d'orientation qui sont dans les établissements pour informer. Je sais qu'ils n'ont pas de ressources humaines aussi adéquates pour pouvoir quand même remplir tout le territoire, mais il y a quand même un travail qui est en train de se faire. Je vais plutôt inviter les apprenants qui nous écoutent, aussi inviter les parents. Parce que quand vous voulez naviguer et que vous ne choisissez pas, vous n'avez pas l'information sur là où vous voulez aller, ça veut dire que tout vent vous emporte. Toute information, ou bien, oui, un fait vous amène, voilà, parce que vous n'avez pas un projet d'étude. Donc, j'encourage vivement les apprenants à rêver et à pouvoir travailler sur ce projet d'études et de formation qui est très capital, qui permet quand même l'un des défis aussi aujourd'hui, vous allez voir que lorsque le jeune a un projet, il a un projet d'études, on n'a même plus besoin de le dire va apprendre. Parce qu'il a un rêve devant lui. Et il a un plan et il travaille. Et ceux qui voilà, essaient d'aller, et c'est là où voilà, on va dire est-ce que tu as appris, est-ce que tu travailles et tout ça. Donc la motivation intrinsèque ne sort pas parce que les informations et ce travail intentionnel n'est pas fait. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit encourager, surtout les parents qui investissent. Parce que lorsque vous investissez dans la vie de votre enfant et que vous ne prenez pas soin de l'aider à pouvoir avoir les informations qu'il faut et de mieux se préparer, je crois que les investissements que vous êtes en train de faire, à la fin vous direz que mon enfant n'a pas réussi, mais quelque part vous avez raté de contribuer à ce parcours
que le jeune est en train de faire. Alors, j'ai une question. Moi, je vais plutôt commencer par l'aboutissement, c'est-à-dire le cadre professionnel. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en mutation, on parle de numérique et tout. Il y a des métiers qui disparaissent. Il y a des métiers qui ne sont plus très rentables. Il y a des métiers qui n'ont plus vraiment de demande. Maintenant, pour un jeune qui doit choisir, peut-être qu'il est en 3e cette année et il va commencer par exercer dans 8 ans ou dans 10 ans. Comment il peut intégrer le fait que le choix qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça peut changer d'un jour à l'autre. Il y a eu Covid qui est passé, qui a changé beaucoup de choses. Comment on arrive à intégrer le fait que le monde est en perpétuel changement et prévoir, si je peux le dire comme ça, dans 10 ans, quand je serai prêt à exercer mon métier que j'ai choisi aujourd'hui sera toujours valable, quoi. Ok, pour répondre à cette question, je vais faire l'analogie entre les deux mondes. Les Occidentaux, il y a ce que nous appelons les données qui sont disponibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît à peu près les métiers qui ont disparu en Europe, aux États-Unis et tout ça, les nouveaux métiers qui sont en train d'arriver et les métiers de 2050. Dans les pays développés, nous avons toute la panoplie qui est déjà là. Donc les enfants qui sont à l'école primaire aujourd'hui, en Europe, on sait les métiers, un certain nombre de métiers pour lesquels ils sont en train d'aller à l'école n'existent même pas encore, ou à peu près. Donc, ce qui fait que quand nous revenons dans notre contexte, nous savons qu'on n'a pas les bases de données pour réellement avoir toutes ces informations. Mais nous inspirons de ce qui est déjà au niveau des pays développés en Occident, ce qui permet quand même de se préparer. Aujourd'hui, nous savons que avant, l'informatique, c'est réservé aux gens qui veulent aller. Aujourd'hui, toute formation que vous faites, même les médecins, vous devez connaître le b.a.-ba de l'informatique parce que vous générez aujourd'hui les ordonnances sur ordinateur, tout ça. Donc, ce qui fait que l'informatique devient une matière de base pour tout le monde, que ce soit votre série que vous avez fait et tout ça. Maintenant, pour parler il y a ce que nous appelons les métiers d'avenir. Quand je prends par exemple le PND du Togo et la feuille de route gouvernementale, ce document permet de clarifier, d'aider les jeunes à savoir les 10 prochaines années au Togo, les émergences, les domaines, les secteurs porteurs. Nous avons ces informations-là. Ce qui fait que le jeune qui a son BEPC, qui veut faire son choix en termes de perspective de son projet professionnel et parcours supérieur, a ces informations et que lorsqu'il sera en train de faire travailler sur son projet, on avait déjà dit la dernière fois, qui suis-je? Je dois me connaître, je dois savoir mon rêve et l'environnement, les ressources disponibles et tout le reste, comme on a déjà dit la dernière fois. Donc, c'est important d'aller à l'information. Et ces informations sont disponibles aujourd'hui. Et je peux citer quelques-uns, comme tu l'as dit, l'économie numérique aujourd'hui. Le Togo a fait un choix. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qualifiées. Et la technologie, comme l'émission de ce qui s'est passé précédemment tout à l'heure, c'est un domaine qui ne sera pas saturé. Ça ne sera pas saturé. Parce que lorsqu'on parle de la technologie de l'information, de la communication, c'est aussi vaste, très vaste, et que nous avons plusieurs métiers, il y aura des plusieurs spécialités qui sont. Et quand on voit des gens dans les pays développés, ce qui est en train de se faire, il y a beaucoup d'ouverture. Il y a beaucoup d'ouverture. Donc, dans les 100 prochaines années, ça ne sera pas saturé. Parce que le monde migre vers la technologie, la digitalisation. Donc, le développement d'applications, c'est de simplifier tout processus manuel qu'on peut faire et le rendre aussi plus facile. Ce qui fait que, voilà, quelqu'un depuis le nord du pays peut envoyer son information. Hors du pays peut avoir l'information. Donc, ce domaine-là, c'est un domaine qui a de l'avenir pour les 100 prochaines années. Parce que, voilà, la digitalisation, robotisation et tout le reste, là, c'est un domaine qui fait partie des top 5 qui est porteur. Voilà ce que je peux dire. Pour second, dans le PND, toujours, le plan national de développement du pays, nous pouvons voir aussi le domaine de l'agrobusiness. L'agrobusiness, qui est aussi une notion qu'on doit aussi aider les jeunes à comprendre. Parce que les jeunes, souvent, quand on parle de l'agrobusiness ou agribusiness, ils voient juste quelqu'un qui prend un roue. Oui, c'est vrai.
voilà, il assimile à un cultivateur qui est carrément différent. Donc il faut prendre connaissance du métier, du domaine. Même ce domaine se digitalise fortement. Exactement. Nous avons aujourd'hui, avec les drones, qu'on arrive à arroser, à collecter les drones. Donc l'informatique même est liée à l'agriculture aujourd'hui et à la transformation. Donc il y a plein de choses que nous avons dans le domaine de l'agribusiness. Donc le plus important, c'est que les jeunes, en préparant leur futur, leur plan de formation, leur parcours, qu'ils aient les informations. Il faut qu'ils aient l'information. C'est ça qui permettra de ne pas faire les erreurs que d'autres avaient déjà fait dans le passé. Alors, Hubin? Oui, j'aimerais savoir sur quels critères vous vous basez pour orienter les apprenants. Il n'y a pas de critères, mais il y a un processus. Il y a un processus scientifiquement prouvé. La première des choses que nous faisons, c'est d'aider le jeune à se connaître. Parce que quand vous avez des aspirations, on doit savoir qu'est-ce qui vous pousse à avoir cette aspiration-là. Et c'est dans ça qu'on peut réellement vous aider. Donc, il y a des tests qui permettent aux jeunes de pouvoir se découvrir. Et il y a plusieurs tests qui sont faits. Et dépendant, est-ce que vous êtes au collège, est-ce que vous êtes au lycée, est-ce que vous êtes c'est après le bac. Donc, dépendant de votre niveau dans le parcours, dépendant aussi des tests qui sont applicables à vous. Mais la première des choses, c'est que vous devez vous connaître qui vous êtes. Maintenant, au regard du choix que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir, il y a maintenant des questionnements qui vous poussent à réellement faire le diagnostic autour et vous donner aussi les informations qui vous permettent de savoir le cheminement là, qu'est-ce que ça demande, quels sont les moyens que ça demande. Donc, ces informations vous permettront maintenant de savoir quelle est la voie que je choisis. Vous voyez, je l'ai dit la dernière fois, c'est pas normal à tout le monde d'aller à l'université. Vous devez savoir les raisons qui vous poussent à aller à l'université. Si vous ne savez pas les raisons qui vous poussent à aller à l'université, vaut mieux ne même pas aller. Mais comme la réalité, c'est que les gens croient que quand je dis je vais à l'université, ça donne... C'est un statut en soi. Ouais, mon fils va à l'université. Voilà, ce qui va se passer. Il passe 6 ans sans la licence. Il va toujours à l'université, 7 ans sans la licence. Et en fin de compte, la difficulté qui se présente, c'est que les jeunes n'ont pas le courage de revenir en arrière pour se réorienter. J'ai passé 6-7 ans. Oui, mais on dit souvent mieux vaut tard que jamais. Ça fait mal de rencontrer des jeunes qui ont fait 6 ans sans la licence. Et il y a même des gens qui ont déjà la licence qui se cherchent. Et toi, tu ne l'as même pas après 6 ans. C'est une perte d'abord pour la famille. Et c'est une perte aussi pour la nation. Et c'est pourquoi il est important à ce que les jeunes puissent quand même avoir cette opportunité-là. Et c'est sur ces différents éléments que le travail est fait à ce que les jeunes puissent réellement avoir faire le plan qui leur permet quand même de faire le cheminement adéquat. Est-ce que vous pouvez nous proposer une alternative de relation d'aide pour l'orientation professionnelle? L'orientation professionnelle, il y a la nuance avec l'orientation pour la formation. Ici, il est question de le travail que je veux faire. Voilà, vous avez une formation. Quand vous avez une formation, une licence par exemple en comptabilité, est-ce que vous devez forcément être comptable? Voilà, à peu près. Au moment où nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui recrutent des comptables. Et que nous savons que la digitalisation aussi amène à simplifier des tâches, à automatiser des tâches, ce qui fait qu'on a moins besoin des gens qui sont comptables. Mais dans la question maintenant d'aider cette personne-là, la finance, il s'est géré en termes de finance. En termes de travail à faire en entreprise ou en termes de travail en tant qu'entrepreneur, cette personne peut être accompagnée. Et je donne juste un exemple où un jeune qui a eu sa licence en comptabilité, voilà, qui se cherche et qui ne trouve pas, il y a eu cette association qui est faite avec un développeur d'application. Donc du coup, là, il a avec l'expertise de ceux qui sont dans l'ingénierie
de logiciels, développer une petite application qui permet d'assurer la comptabilité pour des petites structures. Donc du coup, il se convertit et en termes de profession, il devient un entrepreneur, mais en utilisant les bases, les skills qu'il a dans sa formation de parcours de comptable. Donc, c'est ce travail que plusieurs des jeunes qui disent qu'ils sont chômeurs doivent faire ou carrément se réorienter en voyant quel est le complément que je dois apporter. Vous voyez, vous avez une licence en anglais, vous n'avez pas, ça ne vous donne pas du coût du travail. À moins que vous ayez à travailler, à vous certifier pour être certifié comme traducteur agréé. Et là, vous pouvez avoir des petits marchés. Mais au même moment, il y a plein d'autres opportunités que vous pouvez, avec votre anglais, développer des compétences, nouvelles compétences qui vous permettent d'être compétitif sur le marché du travail ou vous prendre en charge. J'aurais une question. Vous parlez dans l'orientation de ce qui passionne l'apprenant. Si ce qui le passionne, je reviens à ce que Félix a dit, n'est pas dans les métiers d'actualité. C'est-à-dire, je prends un exemple, hein, pas forcément que ce métier n'existe plus. Si je suis passionnée peut-être par l'art oratoire, disons quelque chose comme ça, j'aime parler en public, j'ai le contact facile, et que je dois m'orienter dans un métier, et que par exemple ce que je veux faire n'est pas d'actualité, et qu'on m'oriente vers quelque chose que je n'aime pas, comment ça se passe? Ok. Merci pour la question là. Il y a cet aspect que nous devons aussi comprendre. Nous avons différents profils et différentes aspirations. Moi, je veux devenir riche, je veux devenir millionnaire et tout ça. C'est différent, vous voyez à peu près. Donc, dans le travail qui est fait avec la personne, il y a aussi des métiers que les gens font juste pour satisfaction personnelle, parce qu'ils comprennent que c'est une mission. Donc, quand vous êtes dans une mission, vous voyez que pour vous, votre mission, c'est ça. Ce qui fait que l'argent n'est pas forcément votre mobile. Vous allez voir que certains sont dans des métiers où ça ne rapporte pas, mais ils se donnent à cœur parce que pour eux, c'est leur appel et ils font ce travail-là. Donc quelqu'un qui est passionné dans un domaine donné, et comme il le dit, le domaine ne reconnaît pas, n'apprécie pas à monnaie sonnante et trébuchante, il est question de savoir si la personne, il le reçoit comme un appel, voilà, bon vent à lui, et il va se plaire dans ce domaine-là, il va se donner. Mais si le mobile, voilà, je veux faire des millions, je veux, voilà, ainsi de suite, c'est là où on va clarifier à cette personne, ce parcours-là ne peut pas te rendre riche. Est-ce que quand vous les orientez, quand ils viennent vers vous pour être orientés, il y a donc une base qui se fait pour connaître déjà la personne qui est en face de vous. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas à imposer quoi que ce soit, mais est-ce que quelque part vous leur mettez d'abord la finalité de tu dois être riche, tu dois devenir millionnaire, ou alors vis juste ta passion et puis tu veux juste vivre ta passion et on va t'orienter. Je vais donner l'exemple de celui qui est en pleine méditation en face de vous là-bas, qui est le caméraman donc, et qui nous dit qu'il a reçu l'appel pour être, oui, c'était pour te réveiller en fait, pour être prêtre, d'accord, mais là présentement il est sur la caméra. Mais il se sent appelé aussi, par exemple, pour être un prêtre. D'accord? Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant un métier à part entière, même si on considère ça spirituellement comme étant un appel? Est-ce qu'on peut le considérer comme un métier à part entière? Et comment est-ce que vous pouvez vous baser sur quelqu'un qui vient avec cette dualité-là de désir vers vous pour dire « orientez-moi » ? Ok. Je vais d'abord dire qu'il y a dans le bilan qui est fait permet de déterminer qui vous êtes. Donc, si son bilan, on voit que voilà, l'élément qui sort le plus, c'est le social. Vous allez voir que ça veut dire qu'il y a des prédispositions pour lui d'être dans le social. Et c'est là l'appel ou la mission de vie que quelqu'un pense qu'il a. Donc,
notre travail, c'est de l'aider à comprendre quelles sont les motivations réelles que j'ai. Oui, il veut devenir prêtre. Quelles sont les motivations réelles qu'il a? Il veut le devenir, ça veut dire qu'il le fait en plein temps. Il le fait en plein temps, donc toute sa vie est consacrée à cela. Donc, au même moment, quand il a toutes les informations, il sait que voilà, je dédie ma vie. Et en contrepartie, il n'y a pas que j'attends être riche ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, notre rôle, c'est de savoir quelles sont les motivations du jeune ou de cette personne-là qui rêve, qui fait son plan de vie, quelles sont les motivations derrière. Et si nous comprenons que cette personne, les motivations derrière, c'est qu'il veut être millionnaire, il faut lui donner les informations. Ça vaut pas la peine. Il faut qu'il ait les informations pour savoir qu'en réalité, ce chemin ne me permet pas d'arriver. Vous allez devoir reprogrammer un troisième passage parce qu'on est à la fin de l'émission malheureusement et on n'a même pas encore lu les questions des téléspectateurs, on n'a même pas encore découvert en vrai son affaire de prêtre là, si c'est pour la richesse ou si c'est pour l'appel. Donc du coup... la richesse ou pour les âmes? La richesse, non, lui là. Alors peut-être parce qu'ils sont nombreux hein, et malheureusement nous sommes pris par le temps, donc on va donner le numéro de téléphone. Si c'est possible, un numéro sur lequel ils peuvent contacter soit vous, soit un collaborateur. Et puis, on va reprogrammer une prochaine entrevue. Ok. Je crois qu'on peut prendre le numéro de Elias. Bien, oui. Alors... Parce qu'il faut que je puisse avoir le temps pour répondre. Et je crois que je peux facilement communiquer avec lui, donner les réponses qu'il faut voilà, pour traiter tout. Donc, merci. Vous avez bien fait de laisser les numéros les réponses sur le numéro de Nectar. Nous étions avec M. Kolani aujourd'hui, M. Jean, si je ne me trompe pas, à Gao. Le prêtre Victor Bachana, merci à toute la famille, merci à vous, très chers amis. Et puis, bye bye et à demain.